Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis XII, première partie. Louis XII occupe une situation particulière dans l'histoire de France. Il règne à une époque charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Après avoir chassé les Anglais, les rois valois achèvent de rassembler les provinces et préparent le terrain pour le plus célèbre d'entre eux, François Ier. Issu de la maison d'Orléans, branche cadette de la maison des Valois, Louis d'Orléans, futur Louis XII, doit attendre la mort accidentelle de son cousin Charles VIII, de 8 ans son cadet, pour enfin régner. On connaît peu ce roi qui poursuivit les guerres d'Italie lancées par son prédécesseur et parvint à donner au royaume de France une dimension et une unité qu'il n'avait encore jamais connues. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément non plus ostentatoire dans sa façon de parler, de s'exprimer, ni de montrer son pouvoir. Didier Le Fur, écrivain et historien. Ça reste malgré tout un très très grand guerrier et tout son règne est essentiellement axé sur cette image justement de prince militaire avec des véritables qualités et avec une ambition aussi beaucoup plus grande que celle qu'on lui laisse penser, c'est-à-dire celle d'une ambition impériale très très marquée. Les défaites de la 4e guerre d'Italie réduisirent à néant ses conquêtes. Mais il sut rattacher à la France des provinces qui ne lui étaient pas encore acquises, comme la Bretagne. Il fut aussi un grand administrateur et s'attela à réformer le pays dans tous les domaines, impôts, justice, clergé. Il s'attacha à faire régner la paix à l'intérieur du pays en proie aux luttes intestines, ce qui permit un essor économique sans précédent et un accroissement important de la population. Sous son règne, la France devint l'État le plus puissant d'Europe. Il fut nommé père du peuple lors des États généraux de 1506 et à la Révolution française, les révolutionnaires le prirent comme exemple d'un souverain modéré par opposition au monarque absolu dont il voulait se débarrasser. C'est à cette époque aussi que les femmes commencent à jouer un rôle important au sein du royaume. Avec Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et régente jusqu'à la majorité de son frère Charles VIII, et Anne de Bretagne, duchesse d'une province très convoitée, qui épousera successivement Charles VIII et Louis XII. Si François Ier demeure dans les esprits, comme le roi qui a fait venir les artistes italiens de la Renaissance à la cour, ce mouvement esquissé sous Charles VIII se poursuit sous Louis XII, grand amateur d'art secondé par son épouse, très attiré par le luxe et les richesses. Louis d'Orléans, futur Louis XII, naît en 1462 à Blois. Il est le fils de Marie de Clèves et de Charles d'Orléans, le prince poète, auteur d'une œuvre immense et de pièces poétiques en anglais. Eh bien, Charles d'Orléans est un poète. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Avant toute chose, on le connaît comme un poète, mais il est aussi le fils de Louis Ier, le duc d'Orléans, Louis Ier qui est le frère du roi Charles VI, le roi fou Charles VI. Et Louis Ier, donc, a ce fils, Charles d'Orléans, qui va être prisonnier pendant la guerre de Cent Ans, prisonnier des Anglais à la bataille d'Azincourt en 1415, transporté en captivité en Angleterre, et il s'était marié, sa première femme n'avait pas les moyens de payer sa rançon, la deuxième non plus, et il va rester prisonnier en Angleterre pendant 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Alors comment va-t-il tuer le temps? Tout simplement en écrivant des rondeaux, de ravissants poèmes qui l'ont inscrit dans les grands auteurs de la littérature française. Et puis, au bout de 25 ans, il est libéré. Il va rentrer en France, c'est un vieux monsieur maintenant, et il va épouser à 67 ou 68 ans la jolie petite Marie de Clèves, qui elle a 14 ans. Et ils vont avoir un fils qui va devenir le roi Louis XII. Son père meurt en 1465, alors qu'il n'a que 3 ans.
Le nom Orléans est donné à la branche cadette. Jean-François Beige, écrivain. Ils sont à la fois descendants des Capétiens, apparentés à la branche régnante et considérés quand même comme des rivaux dangereux par cette branche régnante. Le roi de France, Louis XI, prend alors sous sa tutelle ce petit-neveu d'Orléans et lui fait donner une éducation très sévère. En l'absence d'héritier mâle, il veut garder le contrôle sur l'enfant et se promet de le marier à sa fille Jeanne, surnommée l'Estropié, que l'on pense stérile. En 1476, alors que Louis n'a que 14 ans, le roi fait célébrer cette union, après avoir obtenu une dispense du pape Sixte IV, puisque les deux jeunes gens sont cousins. Il pense ainsi sceller l'extinction de la branche d'Orléans. Après cette union, chacun des époux retourne à ses occupations. Louis, devenu adolescent, mène bientôt une vie de plaisir et de débauche, tandis que Jeanne se consacre à la prière et aux œuvres charitables. Elle sera canonisée en 1950. Louis XI meurt en 1483. Louis d'Orléans, alors âgé de 21 ans, espère bien devenir régent auprès du petit Charles qui n'en a que 13. Mais il échoue et c'est la princesse Anne de Beaujeu, sœur aînée du nouveau roi, qui est désignée par les États généraux de Tours. Ils suivent en cela le souhait exprimé par le roi Louis XI sur son lit de mort. Anne de Beaujeu va exercer la régence de 1483 à 1491 avec son mari. Elle va mettre un terme à la guerre folle, révolte sanglante qui oppose le duc François de Bretagne, le roi René de Lorraine et Louis d'Orléans, entre autres seigneurs, au jeune roi et à la régente. C'est la bataille de Saint-Aubin du Cormier en 1488 qui en marquera le point final. Louis d'Orléans est fait prisonnier et incarcéré pendant 3 ans. Charles VIII le délivrera lorsqu'il accédera au pouvoir. Gracié par Charles VIII, devenu roi, Louis d'Orléans suit son cousin en Italie, où il tente vainement de s'emparer du duché de Milan. Il estime avoir des droits sur ce territoire, dans la mesure où Valentine Visconti était la fille de Jean Galéas Visconti, seigneur de Milan, et d'Isabelle de France. C'est la première guerre d'Italie. L'Europe, à cette époque, a profondément changé. Pour la France, l'ennemi n'est plus le roi d'Angleterre, qui ne possède plus que Calais, mais l'archiduc d'Autriche. Les guerres d'Italie marquent le début de l'affrontement entre Valois et Habsbourg, qui vont bientôt prendre possession de l'Espagne et tentent d'unifier leur empire en s'emparant de l'Italie. Mais, dans ce cas, les Français se verraient encerclés par la puissance autrichienne. Charles VIII part de Grenoble et franchit le col de Montgenèvre le 2 septembre 1494. Les Français avancent rapidement. Louis d'Orléans met en déroute les Aragonais à Rapallo, près de Gênes, et continue en direction de Naples. Florence est prise le 17 novembre et Naples occupée le 22 février 1495. Le futur Louis XII reste, lui, à Novare. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Et hélas, pour lui, il va se trouver encerclé, assiégé, et il va devoir s'enfuir dans des conditions absolument misérables et rentrer en France. Et il repartira plus tard en campagne d'Italie, mais la première campagne, pour lui, c'est mal terminé. Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, encercle la ville et assiège les Français qui l'évacueront en octobre 1495. Charles VIII rêve de revanche, mais Louis lui en veut de ne pas l'avoir délivré plus vite de Novare et d'avoir fait alliance avec Ludovic Sforza, ennemi héréditaire des Orléans. Il s'éloigne de la cour et refuse de repartir en Italie. Il va se plonger dans des études d'ouvrages de droit en particulier qui lui permettront d'administrer et de réformer plus tard le royaume. Charles VIII meurt le 7 avril 1498 au château d'Amboise,
en se heurtant la tête au linteau d'une porte. Il n'a pas d'enfant pour lui succéder. Cet accident stupide ouvre donc la voie au trône pour Louis d'Orléans. Il a 35 ans. Il montre dès le début son désir de réconciliation par ses célèbres mots « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans ». Lorsqu'on est assis sur le trône le plus élevé, eh bien, on doit oublier toutes les mesquineries, on ne doit pas se venger de toutes les avanies que l'on a reçues sur le chemin du pouvoir. Toutes les possessions de la famille d'Orléans font désormais partie du royaume de France. Louis XII veut à présent divorcer de son épouse Jeanne, qu'il a toujours négligée, pour épouser Anne de Bretagne, la veuve du défunt roi. Ainsi, la Bretagne sera-t-elle annexée au royaume. Pour obtenir du pape Alexandre VI l'annulation de son mariage, il fait du Valentinois un duché, qu'il donne à César Borgia, fils du pape. Ainsi, le mariage peut-il être conclu en 1499 et le pape devient-il un allié des Français dans la Deuxième Guerre d'Italie. Louis d'Orléans hérite des droits des Valois sur le royaume de Naples et estime en avoir également sur le duché de Milan. Louis XII va reprendre cette politique expansionniste. Didier Le Fur, écrivain et historien. Il ne va pas aller directement à Naples, il va aller à Milan. Milan, c'est plus rapide, il y a moins de problèmes de diplomatie, et puis c'est surtout parce qu'il a des droits, à cause de sa grand-mère, Valentine Visconti. Et si la première tentative de conquête de Milan est un échec, la seconde est une véritable réussite. Gênes se donne aussi, du coup, au roi de France. Qui dit Gênes dit aussi l'île de Corse. C'est un territoire qui devient de plus en plus important. Il s'est déjà rapproché du pape. Il signe le traité de Blois avec la République de Venise le 2 février 1499, puis le traité de Lucerne avec les cantons suisses. Enfin, il conclut des accords avec le roi Henri VIII d'Angleterre et le futur roi de Castille, Philippe de Habsbourg. Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, duc de Milan, se trouve isolé. Ludovic Sforza était sans doute celui qui a découvert Léonard de Vinci ou qui a protégé un nombre considérable d'artistes. Jean-François Beige, écrivain. Et qu'il avait une cour absolument magnifique qui rendait très jaloux les rois de France. Donc c'était une proie. Les Français passent à l'attaque en juillet 1499 et Ludovic doit se réfugier au Tyrol. Gênes est également pris par les Français. Louis XII rentre dans son royaume, laissant sur place son général, le condottiere Trivulzio, mais Ludovic Sforza parvient à lever une armée et à reprendre Milan en mars 1500. Le roi de France envoie la Trémoille et Georges d'Amboise reconquérir le duché. Ludovic Sforza, n'ayant pas payé ses mercenaires, ceux-ci refusent de combattre et vont même jusqu'à livrer leur chef à Novare le 10 avril 1500. Ce prince italien qui avait le tort d'être trop riche, trop beau, trop associé à l'image artistique dont rêvaient les princes français, a connu une fin un peu triste dans un château français. Ludovic le Mort est fait prisonnier. Il mourra en captivité au château de Loches le 27 mai 1508. Le duché de Milan est de nouveau aux mains des Français. Louis XII regarde maintenant vers Naples. Il obtient l'accord du pape qui reproche au roi de Naples de s'être allié aux Turcs. Il signe avec le roi d'Aragon le traité de Grenade qui définit le partage du royaume à conquérir. Devant cette double offensive, le roi de Naples capitule le 26 septembre 1501. Mais en 1502, un conflit éclate entre la France et l'Aragon à propos des territoires occupés. Le pape meurt en 1503 et Louis XII ne peut pas compter sur son successeur.
Les Français essuient défaite sur défaite et en février 1504, par l'armistice de Lyon, Louis XII renonce au royaume de Naples au profit de Ferdinand d'Aragon. Si Louis XII perd le royaume de Naples au bout de 2 ans, enfin sa partie du royaume de Naples, le duché de Milan et la République de Gênes, il va la conserver pratiquement pendant tout son règne. Didier Le Fur, écrivain et historien. Et cette domination pendant près de 15 ans de ces territoires vont apporter énormément d'argent à la France, et c'est ce qui va permettre à Louis XII justement de pratiquer une politique d'impôts plus modérée en France, et les Italiens payant toutes les guerres. C'est le traité de Cambrai, signé en 1508, qui met le feu aux poudres. Il comprend une disposition publique. Une alliance entre le roi de France et l'empereur Maximilien d'Autriche, ouverte au pape, aux rois d'Angleterre, d'Aragon et de Hongrie, en vue de combattre les Ottomans. Mais il comprend aussi une disposition secrète qui envisage la formation d'une ligue contre Venise, dont les territoires sont déjà attribués par avance. Le roi de France récupérerait à l'issue de cette campagne le duché de Milan, tant convoité. La guerre éclate en mai 1509, après le refus de Venise de céder à un ultimatum du pape qui excommunie la République. Les troupes françaises, commandées par le roi en personne, battent les Vénitiens le 14 mai à la bataille d'Agnadel et prennent possession des villes lombardes qui lui reviennent. Ses alliés font de même. Mais le pape Jules II est inquiet des avancées françaises. Et le 24 février 1510, il lève l'excommunication de Venise et les troupes papales et vénitiennes s'allient pour chasser les Français d'Italie. En mai 1511, Louis XII prend Bologne, convoque un concile à Pise pour destituer le pape, qui convoque un autre concile à Latran et excommunie les membres du concile de Pise. Le concile de Pise est une réaction presque obligatoire du roi de France. Jules II, qui a succédé à Alexandre VI, a d'abord été très favorable aux Français, essentiellement parce qu'il devait son élection au roi de France et à l'abandon de Georges d'Amboise, qui concourait aussi à l'aventure. Le problème, c'est que Jules II a très vite montré ses ambitions et a eu peur de plus en plus de cette puissance française. Et donc, en 1509, après la victoire de Louis XII contre les Vénitiens, et qui faisait de Louis XII le prince le plus puissant d'Europe, eh bien, il va créer une ligue, la Sainte Ligue, contre le roi de France, et ramener tous les ennemis du roi de France avec lui pour chasser Louis XII d'Italie. Le 5 octobre 1511, le pape forme la Sainte Ligue avec l'Espagne, Venise, l'Angleterre et les cantons suisses. La France est bien seule. À partir de là, les Français vont perdre petit à petit tous les territoires qu'ils avaient conquis. En 1512, Maximilien Sforza est placé sur le trône de Milan. Le 6 juin 1513, ils perdent la bataille de Novare contre les Suisses. Les Anglais attaquent à Calais, les Suisses en Bourgogne avancent jusqu'à Dijon et les Aragonais avancent en Navarre. Louis XII a perdu toute l'Italie, bien qu'il refuse de signer le traité de Dijon qui l'oblige à abandonner le duché de Milan et toutes ses conquêtes. C'est François Ier qui poursuivra l'aventure, soucieux lui aussi de regagner l'héritage de Valentine Visconti. Louis avait donc été marié par Louis XI à sa fille, Jeanne la Boiteuse, ou l'Estropié, seconde fille du roi après Anne de Beaujeu, qui est devenue régente à la mort de son père. L'acte de fiançailles a été signé dès 1464, Louis ayant 2 ans et Jeanne étant à peine baptisée. Le roi n'ayant pas de fils, il voulait pouvoir former son éventuel successeur. En 1473, le petit dauphin François meurt. Il ne reste plus qu'un seul héritier mâle. Louis XI décide d'établir le contrat de mariage à Jargeau, entre la fillette âgée de 9 ans et le jeune garçon âgé de 11. Mais Jeanne et Louis étant cousins, leur grand-père Charles VI et Louis Ier d'Orléans étaient frères, ils ont besoin d'une dispense du pape qui est accordée par le pape Sixte IV en 1476.
Le mariage est célébré au château de Montrichard le 8 septembre de cette même année. Louis XI n'y assiste pas, puisqu'il célèbre le même jour le mariage d'une autre de ses filles, Marie, avec le vicomte de Narbonne, Jean de Foix. Le lendemain, Louis présente son épouse à la population de Blois, où il réside et où il est né. Puis, chacun retourne à ses occupations. Si Jeanne, pieuse et aimante, est triste de voir son mari mener une vie de plaisir et de débauche, Louis ne peut supporter cette femme difforme qu'on lui a imposée. Louis XI rappelle régulièrement son gendre à ses devoirs, et les deux époux vivent ainsi unis et séparés durant 7 ans, jusqu'à la mort du roi Louis XI, le 30 août 1483. Louis refuse de subvenir aux besoins de sa femme, jusque-là soutenue par son père, et c'est sa sœur Anne qui lui verse une rente pour qu'elle puisse mener un train de vie digne de son rang. Il faut dire que Louis est furieux de ne pas avoir obtenu la régence. Il se lance dans la guerre folle. C'est l'expression d'un chroniqueur qui parle d'une guerre, en fait, une guerre sans espoir, parce que c'est toujours la même histoire qui recommence. Jean-François Beige, écrivain. Ce sont les grands féodaux qui s'opposent au pouvoir royal, comme on l'a vu avec Louis XI au moment de la Praguerie, comme on le reverra après avec la Fronde sous Louis XIV, et à beaucoup d'autres moments de l'histoire. À l'issue de la guerre folle, Louis d'Orléans est enfermé pendant 3 ans dans différentes forteresses, jusqu'à ce que Charles VIII le gracie lors de son avènement. À la mort de ce dernier en 1498, Louis XII monte sur le trône et s'empresse de faire annuler son mariage par le pape, en prétextant qu'il n'a jamais été consommé, ce que réfute son épouse. Jeanne a quand même donné son avis. Elle a dit « Je sais bien que je ne suis pas très jolie, mais mon mariage a tout de même été consommé. » En réalité, ces protestations n'ont servi à rien. Un procès se tient, au terme duquel cette union, qui aura duré 22 ans, est cassée par le pape Alexandre IV Borgia. Ce qui est assez intéressant, si on regarde bien dans les détails, c'est que cet Alexandre Borgia faisait partie des papes qui avaient des enfants. Et il avait notamment un fils. Et ce fils a été bien doté. C'était César Borgia, et il a été très bien doté par Louis XII, qui lui a offert le duché du Valentinois. Louis peut épouser le 8 janvier 1499, à Nantes, Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, ce qui est pour lui un moyen d'annexer définitivement le riche duché de Bretagne. Une clause du contrat de mariage entre Charles VIII et Anne spécifiait que la reine devrait se remarier avec le successeur de Charles VIII en l'absence d'héritier mâle. Anne de Bretagne ne s'efface pas derrière son époux. Elle sait très bien négocier son contrat de mariage avec Louis XII. Celui qu'elle a en face d'elle est un ancien allié dans la guerre folle. Il reconnaît l'intégralité de ses droits sur la Bretagne, mais le pouvoir régalien sera exercé par le roi de France qui prend le titre de duc consort. Les époux vivent à Blois, où Anne va apposer sa marque. Elle est très cultivée et apprécie l'art italien. Elle fait réaliser dans la cathédrale de Nantes le tombeau de ses parents qui porte les symboles des 4 vertus, prudence, force, tempérance, justice, qu'elle essaiera toujours d'observer. On a conservé d'elle de nombreuses lettres et une importante bibliothèque. On lui doit un magnifique ouvrage, Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne, un livre de prières commandité à l'enlumineur Jean Bourdichon. Sous le règne de Louis XII, le rôle des femmes commence à changer. La reine, elle-même tête politique, seconde son époux dans l'exercice du pouvoir. Elle fait venir auprès d'elle des jeunes femmes de bonne naissance, à qui elle fait donner une instruction, et ces dames d'honneur brillent bientôt par l'éclat de leur intelligence. Par la suite, leurs maris comprirent que les qualités de leurs épouses pouvaient rejaillir sur eux et leur procurer davantage de crédit dans la société. L'exemple du couple royal permet à l'autre moitié du monde d'accéder à une certaine reconnaissance. Anne de Bretagne remplit un rôle d'alter ego dans l'imaginaire politique de l'époque. Une offense faite à la reine
devient un crime de lèse-majesté. La reine de France devient l'avocate du peuple et le soutien de ses doléances. Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.